Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Portons notre regard d'entrée de jeu sur ce qui se passe en Ukraine. On a peut-être un peu moins parlé de ce conflit-là. Pourtant, il fait toujours rage. Georges Mercier est analyste doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. Salut, Georges. Salut, Alex. Bon, est-ce qu'on peut dire que la fameuse bataille des mers prend de l'ampleur? En fait, ce qui est intéressant en Ukraine, c'est qu'on a un conflit qui, sur la terre, dans l'est de l'Ukraine, est gelé depuis longtemps maintenant. De part et d'autre, on ne récupère pas vraiment le territoire et on n'arrive pas à en chercher. Donc, qu'est-ce que les acteurs font? Ils diversifient les endroits où ils frappent. Et là, ce qu'on a vu hier, c'est une frappe très importante sur un port russe dans la mer Noire. Bon, pourquoi c'est significatif? Parce que la Russie est un des principaux exportateurs de grains du monde. Donc, évidemment, si les Ukrainiens s'attaquent à leur capacité d'exporter du grain, d'exporter des céréales, ça pourrait avoir un impact très significatif sur l'approvisionnement mondial. Et c'est ce qu'ils sont parvenus à faire hier, parce qu'ils ne sont pas seulement attaqués à des installations militaires, ça ils l'ont fait, mais aussi à des terminaux, à des entrepôts de grains. Il faut dire que les Ukrainiens répliquent à des attaques russes sur leur propre capacité d'exporter du grain dans la mer Noire. Donc, c'est un conflit qui change ses lieux, en quelque sorte. On n'est plus seulement sur le terrain, on cherche de plus en plus à diversifier nos frappes pour s'attaquer mutuellement à l'économie l'un de l'autre dans le but d'accroître la pression interne. Est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant, on reste largement gelé. Ouais. Pendant ce temps-là, tu as le président russe qui a menacé aussi de saisir des navires européens en représailles à une autre saisie qui était survenue. On en avait parlé, c'était dans l'actualité, la fameuse flotte fantôme. Et ça, c'est intéressant parce que depuis le début du conflit, on a lourdement sanctionné l'économie russe. L'idée, c'était essentiellement d'empêcher la Russie de vendre ses hydrocarbures ou si elle les vend, de les vendre à un prix plafond qui ne permettrait pas de générer trop de profit. Qu'est-ce que les Russes ont fait, Alexandre? Ils ont trouvé des manières astucieuses d'évader les sanctions. Il existerait même dans une université en Russie aujourd'hui un master en évasion de sanctions. C'est de dire à quel point on parvient à trouver des marges de manœuvre ici. Qu'est-ce que les Européens font? Ils tentent parfois de saisir des navires russes qui ne voguent pas sous pavillon russe, mais sous d'autres pavillons, donc ce qui permettra aux Russes d'exporter. Et là, ce que la Russie vient de dire, c'est écoutez, si vous nous faites ça, pourquoi nous ne pourrions pas faire la même chose? Donc, c'est envoyer une menace, c'est pas fait, mais c'est envoyer une menace aux pays européens qui mettent une pression sévère sur la Russie. Et ça pourrait être significatif, parce qu'encore une fois, on a une diversification des sources du conflit, mais là, on tenterait du côté russe de rendre la douleur plus crédible pour les Européens. Il faut quand même noter la justification des Russes, parce qu'ils sont très bons pour jouer sur les mots. Ils disent, vous nous accusez d'avoir une flotte fantôme parce qu'on a des navires qui exportent notre marchandise sous d'autres pavillons. Vous aussi, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, vous faites parfois affaire avec d'autres navires. Donc, vous avez aussi une flotte fantôme. On s'entend, Alexandre, que c'est pas du tout la même chose, mais néanmoins, c'est la justification qu'on amène du côté russe. À l'époque dans laquelle on vit, Georges, je pense que toutes les formations, puis on l'a vu avec le Canada, on investit davantage d'argent dans le militaire, puis ça s'est fait aussi en France, ça s'est fait un peu partout. Le cas de l'Allemagne est quand même intéressant. L'Allemagne est en train d'approuver une refonte majeure de tous ses services d'espionnage, parce que le retard, il est quand même assez considérable comparativement aux autres pays d'Europe. Oui, c'est vraiment significatif. Puis qu'un pays décide d'investir davantage dans son armée, dans ses services de renseignement, c'est une chose. Qu'il le fasse avec l'histoire de l'Allemagne, c'en est une autre. Parce que ce qui est vraiment fascinant ici, Alexandre, là, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant la guerre froide, l'Allemagne a été traumatisée par son passé. Et c'est passé par quoi? C'est passé par une armée qui était moins puissante que ce qu'elle pouvait être, parce que l'Allemagne, ça demeure la première économie d'Europe, et aussi par des services de renseignement beaucoup moins sophistiqués que ceux des autres pays européens ou des États-Unis. Et là, ce qu'on a vu en Allemagne, c'est qu'on a un tournant militaire, où on investit massivement, et là, il faut le dire, vraiment massivement dans l'armée pour la moderniser, et là, on assiste à un tournant de l'espionnage, où ce qu'on veut faire, c'est permettre aux services de renseignement allemands d'être plus performants, notamment en limitant les protections des données. Les Allemands sont très jaloux de la protection de leurs données, donc on permettrait aux services de renseignement de mieux récolter les données, on leur permettrait de porter des armes de manière plus lousse que ce qu'on avait par le passé, de mener des actions plus offensives pour prévenir des opérations de cyberattaque ou s'attaquer à des formes de paiement d'agents qui viendraient les stabiliser. Mais ce qui est significatif, là, par-delà les détails de la chose, c'est le signal que ça envoie. On a longtemps eu une Europe
pacifique. Pourquoi? Parce que l'Américain était au-dessus et disait, je vais m'arranger de la sécurité. Ok, je m'occupe de vous, là, vous n'avez pas à vous en occuper. Là, on a une Allemagne qui comprend qu'elle ne peut plus faire confiance nécessairement aux États-Unis ou même à la France ou au Royaume-Uni pour son renseignement et qui veut s'autonomiser. Dans ce contexte-là, on ne verra pas demain la veille là, de nouveaux conflits entre les puissances européennes, mais néanmoins, on a un ordre européen qui se sépare d'une certaine manière et avec des acteurs plus autonomes, plus forts, c'est des acteurs aussi qui sont moins dépendants les uns des autres, donc qui ont moins à s'écouter les uns les autres. Ouais. Revenons aux États-Unis parce que ça avait fait les manchettes, là, Georges. Là. On sait que le président américain s'est beaucoup enrichi depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Et là, il avait lancé une nouvelle idée. Hein? Donald Corleone avait dit, tiens, je vais donner un accès un peu plus rapide aux messages que je publie sur mon réseau social Truth. Bon, on s'entend que souvent, on lui a même reproché d'avoir donné certains signaux, là, des buy signals, là, pour acheter, par exemple, en bourse, quoi que ce soit. Là, le fameux service d'accès rapide aux messages du président vendu par Trump Media est maintenant contesté en justice. D'ailleurs, Alex, je constate que tu as une veste particulièrement belle ce matin. Te serais-tu abonné sans nous le dire? Parce que voilà l'affaire. C'est sûr que mon train de vie a augmenté. Ben, je sais pas. En tout cas, Donald Trump voulait vendre un accès privilégié à ces messages. Bon, on sait que ces messages-là font bouger les marchés. Là, il est poursuivi, ce qui est pas surprenant parce que ça s'apparentait quand même pas mal à un délit d'initié. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on le poursuit. Parce que selon la poursuite, on s'attaque pas directement à la clause sur les émoluments qui interdisent au président américain de faire de l'argent avec sa fonction. On s'attaque on dit qu'il viole la liberté, le premier amendement. Parce que techniquement, tous les Américains devraient avoir un accès égal au prononcement, au discours du président. Et forcément, si on veut un accès privilégié, ben c'est pas vrai que tous les Américains sont égaux en la matière. On verra si les tribunaux sont sensibles à ce type d'argument-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières fois où on voit vraiment un recours en justice contre les tentatives de Donald Trump d'utiliser la Maison-Blanche pour s'enrichir personnellement. On devrait suivre cette affaire-là avec beaucoup d'attention parce qu'elle est révélatrice de si oui ou non la justice peut empêcher le président américain de se servir de la Maison-Blanche pour faire des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Mais Georges, je suis pas sûr qu'il va l'arrêter, là. On s'entend que Mais il va contester ça, il va trouver une façon détournée de le faire. Mais ce qui est génial avec Donald Trump, c'est qu'il voit pas les décisions de justice comme des obstacles, mais comme des feuilles de route. Où dès qu'il est débouté, il retourne à la planche à dessin, trouve une autre loi, on l'a vu avec les tarifs, hein, trouve une autre loi, trouve une autre manière de s'en sortir. Puis l'autre constante, c'est que le temps des tribunaux, c'est pas le temps de l'exécutif. Donc la Maison-Blanche agit, puis même si elle est dans l'illégalité, ben au final, puisque ça prend du temps avant qu'un jugement arrive, les effets sont ressentis. Deux exemples, Donald Trump s'enrichit, mais aussi l'aile est de la Maison-Blanche, elle a été démolie, et là, vous avez un trou au cœur de Washington. C'est un beau symbole que la justice, parfois, est un peu lente par rapport au président américain. Merci, Georges. Salut.